Donc, pour la suite de notre matinée, de cette première demi-journée sur la créativité, nous accueillons Monsieur Patrick Kersalé, alors en direct du Cambodge avec un décalage horaire. Monsieur Kersalé qui est ethno-archéomusicologue et qui va nous parler de la musicothérapie en période de post-conflit. Alors c'est vrai, comme le disait ce matin Olivier Bonneau, évidemment dans ce contexte actuel de guerre en Ukraine, on y pense et ça résonne particulièrement pour nous en tant que musicothérapeute ou art-thérapeute et la question de la créativité dans les périodes de conflit ou de post-conflit. Donc on va vous écouter attentivement pour une intervention de 45 minutes et puis après il y aura un temps pour les questions. Merci de terminer de vous installer et on y va. On vous écoute, Monsieur Kersalé. Ça y est, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Curieusement, je suis nantais, mais je suis au Cambodge parce que voilà, c'était pas le temps de rentrer. Alors, musicothérapie en période post-conflit. Patrick Kersalé, ethno-archéomusicologue, c'est un terme un peu compliqué que j'ai inventé. Alors, il y avait d'un côté des ethnomusicologues qui s'occupent des musiques, on va dire, traditionnelles du monde pour faire un très grand raccourci, et puis les archéomusicologues qui sont des gens qui s'intéressent aux musiques qui sont déjà mortes, c'est-à-dire de sociétés ou de sociétés qui n'existent plus. On va parler, par exemple, la musique égyptienne ancienne et, en l'occurrence, ici, la musique mère. Mon travail, en fait, consiste depuis 2009. Je suis installé au Cambodge depuis 2012, mais depuis 2009, à faire un travail d'étude de fond sur les musiques traditionnelles du Cambodge et également sur, en tout cas, les instruments de musique de l'époque angkorienne, puisque de la musique, on n'en sait pas grand-chose. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui existe et est une survivance du temps passé. J'ai décidé il y a 10 ans de me mettre au service du peuple cambodgien. Donc le Cambodge est un pays qui a pour ethnie majoritaire les Khmers. Donc tout ce dont je vais vous parler concerne les Khmers eux-mêmes. On est dans une société, dans un pays en tout cas, dont la devise est nation, religion, roi. Sachant que la religion, c'est la religion du bouddhisme Theravada, et que le roi, il y a toujours un roi en place, et qu'il y a un roi dans ce pays depuis plus de 1500 ans. Alors, vous n'êtes peut-être pas toujours familiarisé avec la géographie, donc je vais vous situer sur une carte où se trouve le Cambodge. Alors, le Cambodge se trouve en Asie du Sud-Est, coincé entre le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. Ce qui fait la particularité du Cambodge, c'est sa proximité, on peut dire quand même un peu éloignée avec l'Inde, donc on voit ici à gauche de l'écran, et la culture actuelle des Khmers du Cambodge n'existerait pas si l'Inde n'avait pas existé. Toute la culture du Cambodge, en tout cas 90% de sa culture, a été influencée par le sud de l'Inde à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, voici notre Cambodge entre la Thaïlande et le Vietnam. Et donc là, en ce moment, je me trouve là où il y a le petit point rouge, à Angkor. Donc, la ville s'appelle Siem Reap.
Et on voit tout en dessous un grand lac qui s'appelle le lac Tonlé Sap, qui fait environ 150 km de long. Et c'est une des raisons, ce lac, de la prospérité des Khmers, en tout cas d'Angkor, à partir du 9e siècle jusqu'au 13e siècle, on va dire, la prospérité. Donc, me voilà ici donc, dans la ville de Siem Reap. Et puis, donc, dans cette ville, il y a tout un tas de temples. Il y a des centaines de temples, dont le plus important est le temple d'Angkor Wat, qu'on voit en bas de l'image. Et puis, au-dessus, on a un carré qui représente la ville d'Angkor Thom, qui a été construite à partir de la fin du XIIe siècle. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. Vous savez, pendant le Covid, j'étais tout seul à Angkor Wat, c'était extraordinaire. Et il y a un jour où Angkor Wat était fermé, donc j'ai pris un petit avion et je suis allé faire ce que normalement on n'a pas le droit de faire. Bon, mais là, sur ce coup-là, vous n'êtes pas obligé de me croire. Pas obligé de me croire. Voilà, c'était une très belle animation que j'ai montée il y a quelques mois. Voilà. Et donc, on va parler maintenant de choses qui sont un tout petit peu moins gaies, qui sont la période des Khmers rouges. Donc, on voit ici le drapeau des Khmers rouges. Alors, c'est une organisation qu'on dirait aujourd'hui terroriste, qui a existé entre 1951 et 1999, avec la période la plus noire qui était entre 1970 et 1975. Entre 1970 et 1975, eh bien, il y a eu un dictateur qui s'appelait Pol Pot, vous avez tous entendu parler de lui, et ce dictateur a éradiqué à peu près plus de la moitié de la population, en commençant par les artistes. Parce qu'évidemment, les artistes, ils ont cette faculté à dire les choses, à dénoncer, et puis à être un peu, on va dire, les porte-paroles d'idées que les Khmers rouges ne voulaient pas développer. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la religion de l'État était le bouddhisme Theravada, mais cette religion a été précédée par la religion hindoue. Mais il y a eu à partir du 1er siècle des espèces d'alternance entre le bouddhisme et l'hindouisme, mais l'hindouisme a quand même été prédominant. Alors ce drapeau, vous voyez déjà que sur ce drapeau, les Khmers rouges ont fait figurer le temple d'Angkor Wat. On va voir dans une image juste après, vous voyez, une image de propagande Khmer rouge. Alors évidemment, quand il y a des guerres, il y a toujours de la propagande. Voilà, référence de tout ce qui se passe en ce moment. Donc il faut véritablement se méfier de tout ce qui parle de la guerre, en tout cas pour ce qui nous occupe dans le temps présent, parce qu'il y a toujours de la propagande et de tous les côtés. Et donc voilà, on voit ici ces 3 soldats. Donc ils ont bien choisi 3 soldats qui se trouvent devant les 5 tours d'Angkor Wat, mais quand on les voit de profil, évidemment, il n'y en a que 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Khmers rouges n'ont pas détruit les temples. Au contraire, ils les ont protégés. Alors, il y a eu quelques balles perdues, il y a eu quelques imbéciles qui parfois ont donné des coups
avec des balles, ont détruit, enfin en tout cas un bas-relief que je connais. Mais globalement, ils ont respecté les temples. Alors pourquoi ils ont respecté? Parce que les temples, c'est vraiment la fierté nationale. Alors le temple d'Angkor Wat, parmi les centaines de temples qui couvrent le Cambodge, c'est vraiment le fleuron national et c'est ce qui fait la fierté de ce peuple. Alors voilà une autre image des Khmers rouges qui est une image qui a été prise à la fin de la guerre, donc probablement à partir de 1975-76, et on voit donc les gens qui rentrent chez eux. Alors il faut savoir que en 75, la ville de Phnom Penh a été vidée sous prétexte que les Américains allaient bombarder la ville, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, il a fallu… Pol Pot, en fait, voulait faire le grand reset. On entend en ce moment beaucoup parler de grand reset ou de remise à zéro. Donc, ça peut faire très peur, effectivement, puisque Pol Pot a voulu faire un grand reset en prenant toutes les personnes, déjà en tuant tous les intellectuels, donc tous les gens qui avaient des lunettes, c'était pas bien vu. Ceux qui étaient des artistes, c'était pas bien vu. Donc il y a des artistes qui ont survécu, mais ils ont survécu parce qu'ils se sont cachés. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, dit qu'ils étaient artistes. Ils ont levé les lunettes, ils ont laissé pousser leurs cheveux ou couper leurs cheveux selon ce qu'ils voulaient cacher. Voilà. Ici, on voit le drapeau national du Cambodge actuel qui figure le fameux temple d'Angkor Wat. Et ce drapeau est le seul au monde à figurer un temple. Alors, évidemment, les Khmers sont très fiers de ce temple, puisque ce temple hindouiste, au départ, donc construit au début du XIIe siècle, vraiment, c'est la fierté nationale numéro un. Sachez qu'en ce moment, il y a une espèce de polémique parce que la Thaïlande voisine est en train de construire un temple que certains ont dit être une copie d'Angkor Wat. Bon, en fait, il ne s'agit pas d'une copie d'Angkor Wat. Enfin, en tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça a obligé des membres du ministère de la Culture à partir en Thaïlande pour voir ce qui se passait et découvrir que finalement, il n'y avait pas une construction d'un temple d'Angkor Wat. Enfin, en tout cas, il y a la vigilance et tout le monde a sorti les Kalachnikovs, si on peut dire. Voilà. Alors, l'Empire Khmer, alors les Khmers, évidemment, c'était un empire, un très grand empire, pas aussi grand que l'Empire romain, mais enfin quand même, c'était un empire qui était sur le Cambodge actuel, sur la Thaïlande actuelle, sur un tout petit bout de la Birmanie, sur le Laos, un bout du Laos et un bout du Vietnam. Donc, autant vous dire que c'était vraiment un grand empire. Voilà. Et donc, à la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle, on a un roi qui s'appelle Jayavarman VII, que l'on voit sur cette image. Donc ça, c'est une image qui a été prise dans le temple principal, qui est le temple d'État de la cité d'Angkor Thom. Et donc, ce roi était un roi bouddhiste. Alors, pas du bouddhisme qu'on a aujourd'hui, qui s'appelle Theravada, mais qui est un bouddhisme plutôt du type Mahayana, que moi je préfère appeler bouddhiste de Jayavarman VII, parce qu'il est tellement spécifique qu'il n'y en a jamais eu avant, il n'y en aura jamais d'autre après lui. Donc ce roi qui est là, Jayavarman VII, voilà, j'ai mis son nom ici, il avait deux épouses, donc il a régné avec ces deux femmes. Donc, je ne vais pas vous donner leur nom, je ne vais pas vous embrouiller. Donc, ça, c'est sa première épouse. Et puis, sa deuxième épouse. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chez les Khmers, il y a deux choses. Les Khmers sont très fiers, je vous ai dit, donc, du temple d'Angkor Wat, mais aussi de l'existence de ce roi. Et plus récemment, c'est-à-dire depuis 7-8 ans, il y a une étude qui a été conduite par une de mes amies qui s'appelle Fali Kangen, et elle a révélé qu'en fait, ces deux épouses ont régné avec le roi, ont co-régné, c'est-à-dire ont co-dirigé l'empire. Et on voit par exemple cette femme, là, qui est la deuxième épouse, on voyait la position de ses mains, en fait, elle est enceinte. Et donc, ils ont co-dirigé le royaume, et les femmes, elles
s'occupait notamment des affaires qu'aujourd'hui on pourrait dire culturelles, mais en fait des affaires religieuses. Et donc les affaires religieuses passaient par la musique et la danse. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de ce roi bouddhiste, eh bien, l'objectif était de favoriser la diffusion du bouddhisme. Et la diffusion du bouddhisme, ça passe par une certaine forme, je dirais, dans le monde chrétien, de catéchisme. Et donc, ce catéchisme passait par la danse, puisque avec la danse, donc la danse, pour qu'il y ait de la danse, il faut qu'il y ait des chanteuses et des musiciennes. Et donc, à l'époque, les femmes bien, tiennent le haut du pavé de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a ces deux femmes qui règnent, qui s'occupent de la danse, qui s'occupent de la musique et qui s'occupent surtout donc de la diffusion de la parole du Bouddha et de l'enseignement. Donc on a à ce moment-là un enseignement qui est fait auprès des femmes, ce qui n'existait pas évidemment à l'époque des hindouistes. Alors, pour voir un peu, donc ça c'était mon introduction, je vais vous présenter maintenant des 4 cas, 4 études de cas de ce qui s'est passé depuis 1992, donc c'est-à-dire vraiment avant la fin du régime, puisque la fin du régime Khmer Rouge, je le dis, c'est en 1999, mais à partir de 1992, on voit poindre quelque chose qui fait que les gens veulent se réapproprier leur culture. Les artistes n'ont plus besoin de se cacher, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est une contribution plurielle à la reconstruction culturelle du Cambodge. Donc, je vais présenter 4 cas, donc, qui sont le premier, le Grand Théâtre d'Ombre, après le Ballet Royal du Cambodge. Après, on va parler d'une organisation qui fonctionne avec des fonds américains qui s'appelle Cambodian Living Arts. Et puis ensuite, Sounds of Angkor, qui est proprement mon travail. Alors, le théâtre d'ombre qu'on appelle Spektom, c'est-à-dire qu'il y a 2 types de théâtre. Il y a le petit théâtre d'ombre qui est un théâtre populaire qui raconte des histoires locales. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Spektom, qui veut dire les grands cuirs, qui est un théâtre très, très important puisque à travers ce théâtre, eh bien, on enseigne le Ramayana. Le Ramayana indien de Valmiki, qui est une des 2 grandes épopées indiennes et qui a véritablement forgé la société cambodgienne. Donc ce Ramayana a été très très important, le théâtre d'ombre a été très très important avant l'époque de Pol Pot, mais là je vais faire mémoire pour un ethnomusicologue qui s'appelle Jacques Brunet. Je n'ai pas su savoir s'il était encore de ce jour, s'il était encore vivant ou pas. Pardon pour cela. Je l'ai rencontré il y a 3 ou 4 ans, en plein déménagement. Il habitait à Montreuil, il partait dans le sud de la France, et depuis, je n'ai pas réussi à savoir s'il était toujours de ce monde. C'est un homme âgé. Et donc, dans les années, il a travaillé au Cambodge dans les années 60, en Thaïlande, il a enregistré des disques, fait des films, etc. Et il m'a donné, il y a 3-4 ans, une petite vidéo qui montre ce qu'il a fait à partir de 1992. Alors, à l'époque, avant les Khmer Rouges, comme je vous l'ai dit, Jacques Brunet était déjà au Cambodge et il s'était un peu amouraché évidemment de la culture khmer et notamment du théâtre d'ombre. Et vous voyez ici, sur cette image, on voit donc ce grand écran avec des figures de cuir qui sont, sur chacune d'elles, il y a donc une image qui représente une scène choisie du Ramayana. Et lorsque la guerre a éclaté, Brunet a dit il faut qu'on cache, qu'on mette en sécurité toutes ces figures de cuir. Pour faire le Ramayana, enfin, en tout cas pour le dire dans une certaine complétude qui n'est jamais complète, il faut à peu près 150 de ces figures, donc ce qui représente évidemment beaucoup de temps de travail, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de savoir-faire. Et donc, toutes ces figures de cuir ont été emmenées de Siem Reap à Phnom Penh, donc à 300 km de là, et ont été cachées à l'intérieur je crois, du
Vous m'entendez toujours? Je ne sais pas ce qui se passe. On me parle, on me dit discuter. J'espère que vous m'entendez toujours. Vous avez toujours le téléphone pour me joindre si ça ne marche pas. Donc, ce Jacques Brunet, il a voulu donc, faire revivre ce Ramayana. Mais il m'a dit, en tout cas, que déjà, à l'époque, avant Pol Pot, le Ramayana avait déjà du plomb dans l'aile par un manque d'intérêt de la part des Khmers. Il faut imaginer que pour dire la complétude du texte que ces gens-là connaissent, il fallait à peu près 2 semaines. Donc 2 semaines tous les soirs, depuis le coucher du soleil jusqu'à 2 heures, enfin jusqu'à temps qu'il y ait des spectateurs. On voit ici donc le maître Titienne, qui explique, qui démontre la manière dont on va utiliser ces figures de cuir. Donc, il va expliquer, voilà, par exemple, les pas, les princes, parce que dans le Ramayana, on a des princes, des princesses, des rois, des ogres, des animaux mythiques. Et donc, il explique la manière dont ces différents personnages ils marchent. Puisque les marionnettes, enfin en tout cas les figures, ne sont pas animées, donc ça va être la position des bras et la position des pieds. Voilà, on voit ici une très courte démonstration. Donc des images de 1992. Voilà, donc 1998, eh bien, tous les soirs, il réunissait des enfants du village, enfin en tout cas des alentours, et tous les jours il y avait répétition. Parce qu'évidemment, c'est un long travail, il y a 16 musiques différentes, il faut apprendre des instruments, il faut apprendre le répertoire musical, et donc il faisait ça tous les soirs. Et tout ça, ça a continué jusqu'au démarrage du Covid. C'est-à-dire jusqu'au démarrage du Covid. Donc lui est mort en l'an 2000, mais jusqu'au démarrage du Covid, eh bien, toutes ces répétitions ont continué. Voilà, donc ça c'était en 1992, 92 jusque-là, la manière dont les choses ont survécu. Et donc, tous ces gens qui ont été formés par Titienne, et ensuite par son fils, puis par son petit-fils, qui est lui toujours vivant et qui est très accroché au théâtre d'ombre, eh bien, tous les jeunes qui ont été formés, il y en a qui sont partis et qui sont partis créer de nouvelles troupes. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec, je crois, au Cambodge, moins d'une dizaine de troupes, parce qu'évidemment, il faut apprendre, c'est compliqué, après il faut trouver l'argent pour faire les figures, etc. Bon, alors on va parler maintenant du ballet royal. Alors le ballet royal, les chiffres sont terribles. Donc j'ai connu personnellement la princesse Bopadevi, qui est donc qui est la sœur de l'actuel roi Norodom Sihamoni, et elle était la fille du roi Norodom Sihanouk, qui est mort en 2012. Et avant les Khmers rouges, le ballet royal comptait 140 danseuses. Et après les Khmers rouges, il en restait 14. Sachant que certaines d'entre elles avaient fui aux États-Unis, en France, en Australie. Donc, vous voyez un peu la difficulté. Il fallait absolument tout reconstruire, c'est-à-dire vraiment repartir à zéro. Alors, il se trouve que la fameuse princesse Norodom Bopadevi a été ministre de la Culture après les Khmers rouges, donc à partir de 1999, et que, eh bien, elle a eu évidemment la charge de remonter ce ballet royal. Alors, elle-même était une danseuse étoile à partir quand elle a été enseignée par sa grand-mère. Et donc, elle est devenue une danseuse étoile. Et ensuite, jusqu'à la fin de sa vie, donc elle est morte il y a 2 ans maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, elle
elle a participé au Ballet Royal. Elle était là pendant les Khmers rouges. Elle a travaillé dans les champs, elle a malheureusement attrapé un lupus, donc vous connaissez tous, et donc sa vie a été quand même un enfer toutes les dernières décennies. Alors ce ballet royal avant se trouvait à l'intérieur du palais royal, mais depuis les Khmers rouges, le ballet royal a été externalisé pour des raisons dont je ne vais pas parler ici. Mais voilà, on voit ici la princesse Bopa Devi avec Patrick Kersalé à droite de l'écran. Alors, je vais continuer. Alors, je vais vous présenter quelques images du Ballet Royal. Alors, le Ballet Royal, il a aujourd'hui, évidemment, une fonction plus, je dirais, spectaculaire, performative, que religieuse. Mais quand même, vous voyez, ici, c'était un moment difficile pour le Premier ministre du Cambodge. Je fais une petite pause sur la vidéo. C'était un moment un peu difficile pour le ministre du Cambodge et il a décidé de réunir 5000 moines devant le temple d'Angkor Wat pour montrer la cohésion du Cambodge et pour montrer que le Cambodge était un pays de paix. Et donc, à cette occasion, eh bien, le Ballet Royal a été invité avec l'orchestre du Ballet Royal, on l'appelle Pampiyet, qui sont des percussions mélodiques. Donc, on voit ici des gens du commun, mais aussi des gens de haute notoriété du pays qui ont été invités pour cette cérémonie. Et donc là, du coup, le Ballet Royal, c'est une des très rares fois ne danse pas pour une raison purement performative et spectaculaire, mais danse face au temple d'Angkor Wat. Là, on est sur l'allée centrale qui mène au temple, et donc c'est une cérémonie, on peut dire au soleil, enfin en tout cas une danse qui est vraiment adressée aux dieux, aux divinités. J'avoue avoir une extrême chance de pouvoir voir ça à ce moment-là, parce que ça s'était peu produit avant et plus produit depuis. Voilà pour le Ballet Royal. Et donc, je voulais aussi dire que donc, ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire le théâtre d'ombre, a été classé UNESCO a été classé UNESCO en 2000, proclamé en 2005 et classé en 2008, que le Ballet Royal lui-même a été proclamé en 2003 et classé en 2008. Donc, vous voyez que les efforts qui ont été faits à la fois par Titienne, à la fois par la princesse Bopa Devi, ont été suivis finalement par les instances internationales et notamment par l'UNESCO qui donne évidemment un coup de projecteur nécessaire et important. Alors maintenant, on va parler de Cambodian Living Arts. Cambodian Living Arts est une organisation qui existe depuis au moins 25 ans maintenant, qui a fonctionné essentiellement avec des capitaux américains. Donc, quand je dis des capitaux, c'est-à-dire sont des donateurs. Les Américains, vous savez, ont bombardé largement le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Et donc, il y a de la part des Américains, pas forcément du gouvernement, mais en tout cas de personnes individuelles, une espèce de mea culpa en disant plus jamais ça et on veut réparer. Et donc, ce sont des gens, j'en ai rencontré un certain nombre, qui sont des gens extrêmement riches, qui sont des millionnaires, mais qui sont des gens très simples, qui continuent de travailler. Il y a beaucoup de profs, il y a des médecins, etc. etc. Et donc, l'argent dont ils n'ont pas besoin, eh bien, ils le donnent à cette organisation qui en a fait très bon usage. Donc, Cambodian Living Arts, qu'est-ce qu'il a fait depuis les 20 premières années? Eh bien, il a recruté ce qu'on appelle les maîtres, les crews, donc les maîtres de musique, qui sont des gens plutôt âgés et qui ont une compétence particulière dans une discipline musicale. Donc, ça peut être la musique de mariage, la musique de funérailles, le luth chapey, etc., etc. Donc, il y a eu environ une vingtaine de maîtres. Et donc, Cambodian Living Arts, pendant toutes ces années, a recruté ces maîtres et les a payés pour enseigner
à des jeunes, une nouvelle génération, donc des gens qui avaient entre 17 ans et plus. Et ce qui a été la magie du fonctionnement de cette organisation, c'est que les élèves eux-mêmes ont été payés. Il faut bien comprendre que la grande problématique au Cambodge, c'est qu'on n'apprend pas la musique que pour le plaisir, on apprend la musique parce qu'il y a un débouché professionnel. Donc, tous ces élèves ont parfois passé 2 ans, 3 ans chez un maître, puisque ça se passe comme ça dans la tradition cambodgienne, la tradition khmer. On s'en va auprès d'un maître et on partage la vie du maître. Donc, on apprend tout du maître. Donc, le maître doit accepter l'élève, etc. Donc, il y a des tas de cérémonies qui ont lieu chaque jeudi pour que les choses se passent bien. Donc, on est dans une société quand même où la magie, enfin, la religion et la magie sont très fortes. Et donc, Cambodian Living Art a formé un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont des musiciens, en tout cas dans la ville de Phnom Penh, sont les musiciens qui jouent dans les orchestres traditionnels pour des cérémonies importantes ou des cérémonies du commun, qui jouent sur des scènes qui sont envoyées aux États-Unis, qui sont envoyées dans différents pays pour aller représenter la musique du Cambodge. Donc, je veux dire, c'est une très, très belle réussite, cette affaire-là. Et Cambodian Living Art a notamment formé, il y avait un monsieur, il y avait un monsieur qu'on voit, celui dont on va voir s'afficher le nom, qui s'appelle Kong Nai, que moi j'avais découvert dans les années 90 à Paris en allant dans une médiathèque. Et ce monsieur a obtenu le statut de trésor national. Ce musicien est un musicien aveugle qui a appris à chanter pour survivre, comme la plupart des musiciens aveugles, puisque c'est la musique, ça devient leur gagne-pain. Et donc Cambodian Living Art a enseigné notamment, grâce à ce maître et d'autres, le Chapei, qui a donné lieu du coup à un classement UNESCO du Chapei en 2016. Et donc, comme il y a eu classement du Chapei, eh bien, il y a eu de l'argent qui est arrivé par l'UNESCO pour organiser des festivals, pour organiser la promotion de cet instrument. Donc voilà, ça c'est en gros le travail de Cambodian Living Arts. Donc on voit bien, il faut de l'argent, il faut des maîtres, il faut des instruments de musique. Donc ça, au Cambodge, il y avait encore des savoir-faire, c'est-à-dire que les artistes, alors souvent les artistes sont aussi des artisans, ou plutôt les artisans sont aussi des artistes. Alors voilà, je vais vous parler maintenant de Sounds of Angkor, qui est donc une organisation que j'ai créée ici en 2012. Sounds of Angkor avait donc différentes vocations, enfin en tout cas une vocation qui était finalement tout ce que je viens d'expliquer là, c'est-à-dire aider à reconstruire le peuple cambodgien. Alors ce projet est un projet que j'ai mené, je peux dire vraiment je l'ai mené tout seul, avec sur mon propre argent. J'ai été aidé un peu sur certains points par Cambodian Living Arts. Alors, à partir de 2009, il y a eu donc un projet de recherche sur le terrain, donc recherche classique, c'est-à-dire un travail de terrain, très peu de travail dans la littérature, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous sont musicologues, mais quand on s'intéresse aux musiques traditionnelles, dans les bouquins, en tout cas, que j'ai pu ouvrir sur le Cambodge, qu'ils aient été écrits par des Cambodgiens ou par des Occidentaux, on avait entre 20 et 80% d'erreurs. Donc, j'ai fermé tous les bouquins et je me suis dit, on va recommencer tout à zéro. Donc, recommencer à zéro, ça voulait dire travailler sur le terrain, donc dans les temples, aller trouver les bas-reliefs. Et donc, il y en a quand même pas mal. Dans l'épigraphie, donc on a aujourd'hui à ce jour 1500 textes gravés dans la pierre, et puis les objets. Alors les objets, on n'a pas grand-chose comme typologie parce qu'on est dans un pays de mousson, on n'est pas en Égypte, et ce qui nous reste, c'est uniquement les instruments en bronze et quelques instruments en terre cuite.
Donc, un projet d'archéomusicologie expérimentale, ça veut dire que j'ai reconstitué tous les instruments qu'on voit sur les bas-reliefs. Donc, ils sont tous reconstitués. Voilà. Ensuite, donc, un laboratoire d'expérimentation musicale vivante, donc la troupe Sounds of Encore, c'est-à-dire que ces instruments, il fallait bien comprendre s'ils étaient capables de jouer ensemble. Parfois, dans un orchestre, il y avait un instrument, un petit tambour qu'on n'entendait pas. Donc, ça veut dire que je n'avais pas compris ce qu'il y avait sur le bas-relief, ou ce qui a été sur le bas-relief n'a pas été dessiné correctement. Il y a dans les bas-reliefs un certain nombre d'approximations, ça existe. Voilà. Après, j'ai fait donc beaucoup de conférences donc au Cambodge, bien évidemment, donc à l'Institut français, mais également, surtout, ce qui m'intéressait, c'est de le faire devant la jeune génération de Cambodgiens qui ont, eux, besoin de se réapproprier leur culture, mais aussi donc, en France et puis en Asie, dans d'autres endroits d'Asie. J'ai organisé aussi des visites expertes en français, en anglais, en khmer dans les temples, puisque là, c'est l'occasion pour les jeunes, la jeune génération, de les amener découvrir leur temple autrement qu'avec leur smartphone à la main, une glace et je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a personne d'autre qui fait malheureusement ce travail-là. J'ai créé un site internet donc, qui s'appelle Sounds of Encore. Vous pouvez prendre la référence, photographier l'écran. Vous le reverrez à la fin de la communication. Et puis également une chaîne YouTube qui s'appelle Tuk sur laquelle on a à peu près 200 vidéos qui ont trait à la culture et à la musique. Alors, je veux dire que le signe Sounds of Encore a beaucoup inspiré. Il est très référencé, en tout cas dans tout ce qui est Wikipédia. Ensuite, donc j'ai eu la chance de faire un projet de recherche spécifique sur le chapey, donc ce grand luth qu'on vient de voir, joué par tous ces musiciens, donc des gens qui ont été formés par Cambodian Living Arts. Et donc j'ai fait un projet d'1 an et demi de recherche sur ce luth pour le compte de l'UNESCO, le ministère de la Culture. Voilà, donc, et puis il y a eu, comme je travaille, vous connaissez peut-être pour certains les éditions Luc Divine à Lyon, donc j'ai fait un certain nombre de médias pour cet éditeur. Et donc, quand on a les instruments, qu'on a les musiciens, enfin pas les musiciens, mais quand on a les instruments, il faut aussi pouvoir former des gens. Donc, j'ai créé une école de musique ici à Siem Reap pour former des gens au maniement, en tout cas au jeu des instruments traditionnels. Et puis, j'ai réalisé plusieurs expositions. En 2012, une grande exposition qui m'a rendu un peu célèbre, si je peux dire, au Cambodge, parce que tout le monde s'est déplacé, la cour royale, les ministères, voilà, il y a eu beaucoup de monde. Et je dois dire que c'est là que j'ai compris l'importance du travail que j'étais en train de faire, puisque l'exposition a duré 3 semaines et que pendant 3 semaines, j'étais là et j'ai vu des gens pleurer devant les objets. Non pas parce que c'était les objets les plus beaux du monde, mais parce que c'était le patrimoine des Khmers et qui retrouvait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, qui était sorti finalement de la pierre des bas-reliefs. Alors, pour faire tout ça, il a fallu créer, dégoter, si je peux dire, des artisans. Donc, j'ai travaillé avec des artisans, évidemment, au maximum au Cambodge, puisque ce qui était important, c'est que les artisans eux-mêmes puissent se réapproprier ou tout du moins s'approprier des savoir-faire. Donc, j'ai travaillé avec de très nombreux artisans. Il y en a quelques-uns qui continuent aujourd'hui. Et puis, j'ai également travaillé avec des artisans au Népal, puisque ici, au Cambodge, il y a des savoir-faire qui sont pas vraiment perdus, mais enfin, en tout cas, fabriquer une trompette, fabriquer une trompe, ça ne s'invente pas. Et ici, à Siem Reap, c'était trop compliqué. Donc, finalement, je me suis adressé aux fabricants de trompes, de conques Newar, donc de la vallée de Katmandou au Népal, qui sont des gens qui fabriquent depuis 800 ans les instruments des bouddhistes tibétains. Donc, je vais vous passer une petite vidéo là qui montre en fait un facteur de harpe
enfin, il n'est pas facteur de harpe, il est devenu facteur de harpe. Et puis, on voit défiler tout à fait à gauche une demoiselle qui fait sa thèse sur la reviviscence des instruments de musique et de la musique au Cambodge. Au milieu, une jeune fille qui, elle, a fait son master sur la harpe. Voilà. Et donc, la harpe a été pour moi vraiment mon fer de lance et mon cheval de bataille, parce que c'était vraiment l'instrument le plus emblématique du Cambodge, qui a probablement disparu avec la chute d'Angkor au XIVe, au XVe siècle, on n'en sait strictement rien, mais dont on n'a jamais oublié ni la forme, véritablement, la forme a évolué avec le bouddhisme, ni le nom. Le nom a perduré jusqu'aujourd'hui. Donc, pour fabriquer une harpe, évidemment, il y a différentes personnes qui interviennent. Il y a le sculpteur, qui, lui, est un monsieur qui a fabriqué autrefois des charrettes à bœufs, et puis qui fabrique des objets sculptés, des Bouddhas, etc. Et puis, vous voyez, ici, on est en train de faire de la sculpture sur cette harpe. Alors, cette harpe, il y a eu 2 harpes comme ça qui ont été fabriquées et qui étaient dédiées, qui ont été offertes au Ballet Royal du Cambodge, donc à la princesse Bopadevi, qui malheureusement n'a pas pu la prendre entre ses mains puisqu'elle est partie quelques mois trop tôt. Voilà. Et donc j'ai travaillé également avec des artisans français, ici Philippe Brousseau, qui, lui, avait un très, très grand savoir-faire dans tout ce qui était les patines, les lacs artificiels. Et donc, il a pu également enseigner à des Khmers. Donc, l'idée, c'est qu'on va chercher les compétences là où elles sont et ensuite, on assure la transmission. Donc, là, vous allez voir donc, le résultat de ces 2 harpes offertes au Ballet Royal du Cambodge. Pardon, je vais revenir un tout petit peu devant, j'espère que je ne ferai pas une bêtise. Voilà. Et donc, la grande chance, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'une de ces 2 harpes reste au Ballet Royal, et il y en a une qui part, je crois, ces jours-ci, faire un tour de monde de 5 ans avec 120 objets anciens du Cambodge, donc de l'époque angkorienne. Et voilà, j'ai eu une grande chance, la cour royale a pensé envoyer cette harpe à travers le monde. Donc la première exposition va être à Los Angeles. Peut-être il y aura Paris, mais pour l'instant, on ne connaît pas tout le parcours. Donc voilà, donc c'est encore une manière, voilà, de montrer aux Khmers de leur donner cette fierté d'être des Khmers et de voir leur culture s'étaler au Cambodge, mais surtout à l'étranger. Et puis, il y a une autre harpe que j'ai voulu faire, ça c'était un peu, je dirais, la pointe du stupa de mon aventure, c'était de pouvoir faire revenir la harpe que j'ai appelée la harpe royale, la faire venir au Palais Royal. Donc, j'ai fait fabriquer, et en partie, parce que je travaille aussi sur les instruments, sur la fabrication, donc une harpe qui a été totalement, vous voyez, recouverte de feuilles d'or. Et cette harpe a été, il y a une cérémonie, et elle a été offerte à Sa Majesté le roi Sihamoni par ici le directeur de Cambodian Living Arts. On est de bien ce geste au roi. Donc aujourd'hui, la harpe khmer finalement revient au Palais Royal. Alors oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on a créé une école de musique dans laquelle on enseigne les instruments anciens, donc la harpe, le monocorde, le luth. Pour être très honnête, la difficulté à laquelle je me suis heurté, c'est que moi, je n'avais pas les moyens de Cambodian Living Arts et que donc, là, on a des locaux qui nous sont prêtés gracieusement par une pagode, enfin par un monastère bouddhiste. Mais la problématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut payer à la fois les professeurs et à la fois les élèves. Et ça, c'est une grande problématique parce que il faut bien imaginer que les Cambodgiens, tous pauvres, enfin, comme dans beaucoup de pays pauvres, on a des gens qui sont extrêmement riches, mais ils sont toutes petites pincées, et puis des gens extrêmement pauvres, et que les gens pauvres, eh bien, ils doivent
à la fois faire des études, enfin en tout cas pour les jeunes, faire des études, travailler à côté pour financer leurs études et aussi, la plupart du temps, ils sont soutien de famille parce que ici, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas tout ça. Donc, les jeunes, ils sont très, 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 très occupés. Ils ont des plannings d'enfer, donc ils ne leur laissent pas le temps pour étudier la musique. La deuxième problématique, c'est que la harpe est un instrument extrêmement fragile et que dans les maisons Khmer, il n'y a pas des portes qui ferment à clé avec une pièce par enfant et que la harpe voilà, serait soumise au bon vouloir des enfants et qu'en une semaine, la harpe n'existe plus. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande difficulté à laquelle je me suis heurté. Bon, on a eu quand même des élèves qui sont sortis et donc voilà, voilà, ça c'est notre professeur qui est là. Et donc, il a eu, par exemple, vous voyez ici, un contrat dans un grand hôtel, parce qu'ici, on est dans une ville où il y a des millions de visiteurs chaque année, et que dans cette ville, il y a des grands hôtels, et que ces hôtels sont friands, en tout cas, de ce type d'instrument qui est ni trop puissant, ni pas assez puissant. Voilà, parler un tout petit peu de l'archéologie expérimentale, de ce que j'ai pu faire. Vous voyez par exemple ici un bas-relief qui appartient au temple d'Angkor Wat, que j'ai légèrement colorisé parce que le bas-relief original est toujours très mal éclairé. Enfin, la sculpture n'est pas très épaisse, donc c'est un peu compliqué. Donc on voit ici des musiciens qui accompagnent le feu sacré devant le roi, qui est le roi constructeur de ce temple. Et donc on va voir ici une image où les instruments qui ont été reconstitués viennent remplacer ceux qui sont sur l'image. Et avec cet orchestre, eh bien, j'ai eu la grande chance de pouvoir accueillir le roi actuel à Angkor Wat, qui a été donc accompagné par cet orchestre. Et ça a été pour moi une grande fierté, pour les musiciens une grande fierté et pour la nation une grande fierté. Aujourd'hui, c'est en 2014, donc il y a 8 ans, et les gens se souviennent encore de cet orchestre et d'avoir vu les poils de leurs bras se dresser comme jamais. Donc voilà, ça c'était une de mes grandes fiertés d'avoir fait cet orchestre que l'on voit ici. Alors évidemment, on n'a pas de musique de l'époque angkorienne, mais je me suis basé sur ce qui peut exister au Tibet, ce qui peut exister en Inde pour faire quelque chose. Alors aujourd'hui, cet orchestre est joué presque toutes les semaines, notamment pour des grandes cérémonies qui ont lieu dans les grands monastères ici au Cambodge, enfin en tout cas dans les grandes cérémonies organisées par le gouvernement. Il y en a eu récemment un certain nombre. Donc ça, c'est vraiment une affaire, je dirais, qui a à peu près sauvé. Alors pour la harpe, à peu près la même chose, puisque la harpe aujourd'hui, on la voit sur les scènes, on la voit à la télévision presque chaque semaine. Elle est sur les scènes, elle est enseignée au Conservatoire national de musique à Phnom Penh depuis plusieurs années. Donc voilà, il y a, on va dire, la sauce a prise. Bien. Monsieur Kersalé, je vais devoir respecter le timing. Est-ce qu'on peut se garder un quart d'heure pour partager avec... Oui, là j'ai quasiment terminé. J'ai terminé même. Vous me laissez 30 secondes et je termine. 30 secondes, c'est OK. D'accord. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du fameux Chapey. Donc il y a eu une très très belle histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter ici, mais que vous pourrez trouver sur mon site, où on voit cette musicienne du Palais Royal qui a été photographiée vers 1866 à peu près par un photographe français qui s'appelait Émile Zell. Et ce photographe a été le premier à nous offrir des images des instruments de musique du Cambodge. Alors, je me suis intéressé à cet instrument tout particulièrement et je l'ai donc colorisé et
par la magie des choses, j'ai pu en trouver un de cette époque, exactement sorti du même atelier au musée de la musique de Paris. Et donc, ce qui m'a permis de le reconstituer. Alors évidemment, l'ivoire en moins, parce que voilà, on ne peut pas utiliser de l'ivoire, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais voilà, donc cet instrument du 19e siècle a vu le jour, puisque tous les instruments qu'on a aujourd'hui ont tous changé. Voilà, donc j'ai terminé. Vous voyez, j'étais à peu près dans les clous. Allô, je suis à votre écoute pour les questions. Alors, merci Monsieur Carsalet de nous avoir fait voyager à travers la culture khmer, qui est assez loin de chez nous. Donc, c'était vraiment un voyage important à travers l'histoire et puis la question effectivement de la reconstruction des individus et d'une culture, voilà, avec tout le travail que vous faites et d'autres exemples que vous nous avez présentés. J'imagine qu'il y a des questions ou des réactions. On va attendre. Oui. Bonjour, Monsieur Kersalé. Bonjour. Je me demandais si c'était possible, en tant que Français, d'aller dans l'école que vous avez créée, de voir un peu comment ça se passe, si c'est possible d'y accéder d'une certaine manière, enfin, juste savoir. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. D'autant plus que ça se trouve dans un monastère bouddhiste, et dans les monastères bouddhistes, les gens sont extrêmement ouverts et voilà, tout est possible. Oui, il n'y a aucun souci avec ça. Les gens qui veulent venir ici au Cambodge, eh bien, peuvent être accueillis soit pour faire pour apprendre les instruments, venir voir jouer les gens. Bon, en ce moment, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'activités dans la ville, puisque la ville est complètement sinistrée. Il faut imaginer que Siem Reap est une ville qui accueillait chaque année 2,5 millions ou 3 millions de visiteurs, et qu'on est passé du jour au lendemain à zéro. Et quand je dis zéro, ce n'est pas 0, quelque chose, c'est véritablement zéro. J'ai eu la chance de pouvoir me balader dans les temples tout seul pendant une très longue période de Covid. C'était en même temps réjouissant pour moi, mais très, très très triste pour le pays. Mais oui, ici c'est le Cambodge est le pays demeure le pays de tous les possibles. C'est pas comme en France où tout est compliqué. Ici, tout est très simple. Une question de Marguerite. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Merci pour Marguerite. votre présentation. Moi, je m'interrogeais sur le détour que prend la transmission culturelle pourquoi ça doit passer par vous ou par exemple, les États-Unis? Qu'est-ce qu'eux font de leur patrimoine? Comment est-ce qu'ils sont en capacité de le défendre ou pas? Et pourquoi c'est vous qui n'êtes pas cambodgien d'origine qui doivent créer ou impulser quelque chose? Très bonne question. Alors, en ce moment, on a une ministre de la Culture là, depuis quelques années qui est une dame qui parle parfaitement français, qui a vécu, qui a fait des études en France, qui a fait des études en Russie, qui parle plusieurs langues, qui a vécu les Khmers rouges pendant les 4 ans, donc elle a vraiment souffert. Mais c'est une femme absolument formidable qui se bat vraiment pour la culture de son pays. Donc, les Cambodgiens ne font pas rien. Il existe un conservatoire de musique et de danse où on apprend la musique, la danse, l'architecture, pas le théâtre d'ombre. Et il existe également je crois deux ou trois conservatoires, on va dire, de région, enfin en tout cas dans la périphérie de Phnom Penh. En revanche, à Siem Reap, il n'existe rien. Il n'existe rien parce que il faut quand même imaginer que le pays il a souffert pendant toutes ces années et que reconstruire, là vraiment, faut imaginer qu'on part quasiment de zéro. Une fois encore, quand je vous ai parlé des 20 mètres de musique, il n'y en avait guère de plus. Donc, la problématique est la problématique évidemment de beaucoup de l'argent, quoi, hein. Moi, j'ai fait tous ces projets vraiment, je peux vous assurer, sans argent, mais finalement, ça ne coûte pas très cher quand on sait juste sa propre énergie.
Les Cambodgiens ne font pas rien. Alors, il y a eu quand même évidemment un grand investissement. Par exemple, l'actuel directeur de Cambodia Nivinart est un Cambodgien, mais qui, lui, a grandi au Canada, qui parle parfaitement français. On va dire, je vais dire, toutes les grandes initiatives privées ont été prises par des Occidentaux, beaucoup par des Français, et pas que, mais il y a eu par exemple une organisation qui s'appelle Artisans dans le corps. Cette organisation a été malheureusement fermée au moment du Covid. Elle employait 1200 personnes, donc des personnes qui faisaient des travaux pour les temples, enfin en tout cas des commandes pour les temples, qui faisaient de la soie, qui faisaient de la laque, qui faisaient voilà, tout un tas d'objets à partir des compétences qu'avaient les Khmers anciens. Ici, on est dans un pays, vous savez, quand on regarde la littérature du 19e siècle avec les premiers écrits des colons, ou en tout cas des administrateurs français, on s'aperçoit qu'il y avait déjà à l'époque une très très grande pauvreté. Alors, j'aime pas trop le mot culturel, mais en tout cas, il y avait un problème d'excellence, en tout cas culturel. Ce qui n'est pas le cas chez les voisins thaïlandais, par exemple, où là-bas, on a un très très haut niveau dans la facture instrumentale et dans toute chose. Les Cambodgiens ne sont pas des gens qui sont très inventifs. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que je les aime infiniment parce que je suis là depuis très longtemps et que franchement, je les aime beaucoup. Donc, ce que je vais dire, ce n'est pas du tout péjoratif. Mais en ce moment, il y a l'exposition universelle à Dubaï. Les Américains sont arrivés avec le programme de fusée vers Mars. Et les Cambodgiens sont venus avec la charrette à bœufs du XIIe siècle. D'accord ? Et la charrette à bœufs du XIIe siècle est l'objet le plus technologique qu'ils aient jamais fabriqué, qu'ils n'ont pas inventé, parce qu'il est venu de l'Inde. Donc, ça vous donne un peu le niveau de ce pays. Il faut imaginer que les gens, avant, le Cambodge était couvert de forêts et que les gens vivaient en grande partie dans la forêt. Alors, il y avait des riziculteurs, bien entendu, mais une grande partie des gens vivaient dans la forêt. Et que quand on vit dans la forêt, on n'a pas trop de questions à se poser. C'est-à-dire, on travaille entre 2 heures et 3 heures par jour, pour collecter, cueillir, chasser. On se nourrit et on se soigne. Donc aujourd'hui, on demande à ces mêmes personnes, culturellement, de travailler entre 12 et 15 heures par jour pour obtenir même pas le résultat qu'ils avaient quand ils vivaient dans la forêt. Donc, vous voyez, c'est une affaire très, très compliquée. Et donc, les Cambodgiens sont, déjà, ils sont très pauvres, ils n'ont pas les moyens financiers, et puis, ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé. C'est-à-dire que les gens, pour faire ce que moi j'ai fait là, ou ce que d'autres ont fait, il faut être sorti de son pays. J'ai eu la chance de visiter une quarantaine de pays, de travailler dans une trentaine de pays. Donc, évidemment, ça donne une ouverture incommensurable que n'ont pas les Cambodgiens. Ce que j'ai fait en quelques années, il aurait fallu beaucoup plus de temps à un Cambodgien qui n'est pas sorti de chez lui. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question d'opportunité de vie et de culture, d'avoir, comment dirais-je, ramassé suffisamment de connaissances, de culture à travers le monde. J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur Kersalé, vous devez avoir des questions auxquelles vous avez accès. Oh mon Dieu, d'accord. Alors, sachant que normalement, il nous reste à peu près 5 minutes, on va dire 10 grand maximum si on veut respecter le temps de pause. D'accord. La première, celle de Vincent Rouillet, s'il vous plaît. Alors, quels sont les instruments comme la harpe? En quoi sont accordés les instruments comme la harpe? Voilà, des gammes spécifiques. Alors, ça, je peux répondre à cette question. Vous voulez bien nous la redire à tous? Ah oui, bien entendu, pardonnez-moi. Donc, question un peu technique et musicale. En quoi sont accordés les instruments comme la harpe? Y a-t-il des gammes spécifiques qui sont utilisées dans la musique traditionnelle d'Angkor? Alors, il y a une double réponse à cela, probablement plus que double réponse. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la musique qui était jouée à la cour était probablement une musique équiheptatonique. Enfin, en tout cas, pas la musique, mais l'accord équiheptatonique. Alors, comment on peut le savoir? Parce qu'on a
aucun instrument, en tout cas, qui nous soit parvenu pour nous prouver cet équiheptatonisme. Mais quand on regarde, il faut aller dans la symbolique des choses. Et quand on regarde dans la symbolique, on se trouve, par exemple, je vais vous donner un exemple, la grande allée qui mène de l'entrée, enfin de la douve d'Angkor Wat jusqu'au terre-plein central, enfin ce qu'on appelle la terrasse cruciforme, donc est une très longue allée qui est bordée de chaque côté par 7 escaliers, et 7 escaliers sont équidistants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des textes quand même qui viennent de l'Inde et qui nous parlent de cette fameuse gamme, en tout cas heptatonique, que moi je dis équiheptatonique, puisque finalement elle a perduré jusqu'à ce jour. Le Cambodge, comme je vous disais, les gens vivaient dans la forêt, donc on a, mais pas que, on a aussi une grande permanence dans ce pays. Dans le pays de l'impermanence, puisque le bouddhisme défend l'impermanence, en tout cas, on parle beaucoup, mais on est dans un pays où il y a une grande permanence. Et donc, les instruments à cordes, comme la harpe ou la sitar, qui ont existé jusqu'à la période angkorienne, ont été remplacés par un espèce d'effet de tuilage, par des instruments plus puissants, qui sont les instruments qu'on a vus tout à l'heure qui accompagnaient la danse, donc les instruments du Penpiyat, qui sont les instruments des percussions musicales. Et ces percussions mélodiques, eh bien, elles sont équiheptatoniques jusqu'à aujourd'hui. Alors, parallèlement à ce système qui était le système à la cour, il y avait un système pentatonique qui était préexistant et qui existe aujourd'hui encore, mais là, qui était, je dirais, celui de la musique populaire. Donc, on va retrouver, par exemple, aujourd'hui dans la musique de mariage ou dans la musique qu'on appelle areak, qui est la musique d'incantation des esprits. Et puis, il y avait peut-être aussi des musiques autres, des musiques qui venaient dans les forêts, des berceuses avec d'autres échelles. En tout cas, voilà, en résumé, les échelles populaires plutôt pentatoniques, les échelles savantes plutôt heptatoniques. Alors, y a-t-il des artisans qui fabriquent maintenant les instruments? Non, on fait signe qu'on ne va pas avoir le temps. D'accord, d'accord. Alors, toutes les autres réponses, vous les avez sur mon site soundsofankor.org. Là, vous avez un site en français et en anglais. Voilà, donc là, moi, c'est efficace. Vous trouvez pas mal de choses, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Kersalé, pour votre intervention.